Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Sénatrice PS de Paris. Puis bonne année, bonne année à tous, c'est quand même deux circonstances. Et à vous, bien sûr. Alors on reviendra dans quelques instants sur les vœux d'Emmanuel Macron, mais moi j'avais quand même une question. Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne année au Parti Socialiste ? En tout cas, elle est essentielle. On va avoir un congrès. Il faut que ce soit l'année du sursaut, du réveil, et ça peut pas être, un cataplasme sur une jambe de bois, un ravalement de façade ou un changement de casting. Là, on a besoin d'une forme de rupture. Je ne veux pas dire de rupture avec notre histoire, mais quelque part, il faut un nouvel Épinay. C'est-à-dire refonder quelque chose qui nous met dans une trajectoire de retrouver notre identité de gauche et surtout de proposer aux Français quelle pourrait être l'alternative en ce 21e siècle et dans cette période où, paradoxalement, on est un des pays où on nous pousse à faire une expérience libérale qui a échoué ailleurs. Mais attendre l'échec ne peut pas être la stratégie de la gauche. Il faut qu'elle soit en permanence, en contre-proposition, en autre vision et en alternative. Ça rendra son opposition plus efficace et en même temps de l'espoir aux Français pour leur avenir. Bon, on reviendra sur l'avenir du Parti Socialiste et de la gauche dans quelques instants. Auparavant, le sujet est incontournable aujourd'hui. Les vœux du président de la République, tonalité des commentaires. Il a voulu donner une image de fraternité, oublier le fameux premier de cordée. Est-ce que vous avez été séduite par Emmanuel Macron ? Non, d'abord, j'ai trouvé quand même globalement que c'était assez long, assez poussif et assez catalogue. Il fallait oublier personne pour montrer que je m'intéresse aux Français. Bon, je dis bien « je m'intéresse » parce que l'autre chose qui me frappe quand même, d'ailleurs, chez lui plus encore que chez d'autres, mais cette espèce de propension des présidents de la République à dire « je vais décider », je rappelle qu'il y a un Parlement, qu'il y a une société, que bon, je vais décider et je vous écoute. Et par ailleurs, une forme un peu de mépris, du genre, vous allez causer, mais je ferai quand même ce que j'ai décidé. C'est évidemment qu'un président doit faire, mais il n'a pas donné le sentiment que cette écoute pouvait déboucher sur une meilleure prise en compte de l'attente des gens. Mais c'est quoi, un déni de démocratie ? Je crois qu'il rentre dans le fantasme du monarque républicain. Il croit que les Français veulent ça, parce que c'est vrai que les Français ont le sentiment qu'il faut retrouver une certaine autorité de l'État, un certain nombre de repères mieux réalisés. Et on est dans une période où il y a une forme de crise démocratique. Le fait de décider démocratiquement apparaît comme une faiblesse. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait un président qui finalement entretient cette idée, alors que nous devrions montrer la force du choix démocratique. Et par ailleurs, c'est sympathique de nous dire qu'est-ce que vous faites pour le pays. On voudrait lui dire qu'il ne fait pas toujours pour tous ceux dont le pays a besoin. Il paraphrasait Kennedy. Il adore les Américains, c'est toujours le modèle. Ouais. Alors, vous venez de réagir, on a compris le sens de votre réaction. Oui. Je vous propose d'écouter la réaction du député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Mais qui a fait finalement ce qu'il a fait depuis des mois, c'est-à-dire des paroles, des belles paroles parfois, des actes, mais des actes qui contredisent ces paroles. Un exemple, la fraternité par Emmanuel Macron, c'est 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches et la baisse des APL pour les plus pauvres au niveau du logement. Et on pourrait prendre à peu près tous les sujets. On a à chaque fois quelque chose qui contredit ces paroles. C'est Emmanuel Macron, des mots, et puis des actes qui les contredisent. Bon, votre réaction n'est pas très éloignée de celle sur ce point, je partage complètement l'analyse d'Éric Coquerel. Moi, ce qui m'a aussi frappé, parce qu'il y a ce décalage avec les actes, et notamment cette baisse du pouvoir d'achat objective qu'il va y avoir pour 80% des Français, et d'immenses cadeaux qui sont faits pour les 20% les plus riches, 4,2 milliards de cadeaux fiscaux pour eux, alors que pour l'ensemble des Français, ils vont payer plus, c'est-à-dire plus de 100 millions, sans parler des entreprises. Dit à la baisse des cotisations sociales mais en janvier, en octobre, j'ai tout compté. Ça va réinjecter c'est d'ailleurs, quand je dis j'ai tout compté, l'INSEE a tout compté. L'analyse du budget est sans appel. Mais surtout, puisqu'il a parlé de la nation, moi je suis sensible quand on me dit il faut la renaissance française. Oui, je pense que notre pays doit retrouver confiance en lui-même, repenser son avenir et s'affirmer dans le monde. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans la Renaissance française, il ne parle que de la fraternité, mais jamais de l'égalité. Or, la crise d'identité que vit notre pays, c'est cet accroissement terrible des inégalités qui sape le consensus républicain. Et ça, il n'en parle jamais, c'est même l'inverse. Alors, on a écouté Éric Coquerel, c'est un peu à dessein qu'on vous l'a fait écouter, parce qu'on a compris que les positions n'étaient pas très très éloignées. Est-ce que, on parlait de l'avenir du PS, vous imaginez un rapprochement? Et avant votre réponse, on va regarder ce sondage, vous l'avez sans doute vu, IFOP.
Alors les européennes, les élections européennes, c'est en 2019, c'est dans 1 an et demi. Mais voilà, on commence déjà à faire des sondages. Et vous voyez la place du PS, c'est 8%, c'est-à-dire c'est à peine plus que Benoît Hamon. La France insoumise, elle est loin devant vous. Si vous voulez continuer à exister, est-ce qu'il n'y a pas quand même matière à rapprochement, à discuter ? Alors, moi, je crois que pour que le PS existe, je vous parlais d'un nouvel Épinay, il faut qu'il fasse un choix stratégique clair. Est-il un parti de gauche, un des piliers de la gauche nouvelle qu'il faut refonder, ou est-il un parti de centre-gauche qui veut être le bagage accompagné, le PRG, d'Emmanuel Macron ? Je crois qu'il n'y a pas photo. Les Français attendent un parti socialiste qui soit un parti de gauche, qui reparle à nouveau. Mais c'est préempté par France Insoumise. Attendez, la totale de la voix de gauche, c'est ce qu'on nous disait au moment d'Épinay, en disant il y a le Parti communiste. Bon, le total des voix de gauche en France, c'est pas 22%. Hein, quand vous mettez 14 plus 8... Là, on est à 24 en comptant le score du Parti communiste. Voilà, 24%. Il n'y a pas seulement un quart des Français qui sont de gauche. Donc, il y a une reconquête de confiance en la gauche. Et pour cela, il faut que le Parti socialiste soit lui-même, mais soit unitaire à gauche. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'adversaire. France Insoumise, on a des désaccords, mais on doit pouvoir se fédérer, s'unir, être complémentaires. Et pas être nouveau, quand même, dans le discours d'une responsable du Parti socialiste. Moi, j'ai toujours été sur cette ligne politique au sein du Parti socialiste. Mais pour autant, ça n'est pas l'alignement. Le Parti socialiste, par exemple, sur toute une série de sujets, a une vision différente. Le rapport au pouvoir, l'importance des collectivités locales, l'engagement sur le terrain de nos élus. Par ailleurs, même sur la question européenne, je pense que nous avons une façon différente d'aborder l'exigence de reconstruire une Europe différente. Mais vous parlez d'Épinay, de ce rapport à gauche. Est-ce qu'on peut imaginer un programme commun ? Allez, osons le nom. Moi, je vais vous dire franchement... PS, PC, personnellement, je pense que c'est l'étape sur laquelle il faut qu'on se mandate. Je ne crois pas qu'on va le sortir du chapeau en cette année 2018. Je pense qu'il faut qu'on fasse cette démarche politique de dire nous voulons construire un programme qui rassemble toutes les forces de gauche et qui, au-delà, mobilise les Français. Parce que nous ne pouvons pas penser que parti, que structure. Il faut parler au monde syndical, il faut parler faut écouter le monde syndical, les associations, les citoyens. Nous sommes dans une forme démocratique où les partis ont leur importance, mais où il faut créer un mouvement qui va au-delà. Et un bon programme commun, ça fait un peu vieux monde quand même pour vous savez, expression à la mode. Vous croyez que c'est nouveau monde ? Vous croyez que c'est nouveau monde le libéralisme ? Vous croyez que c'est nouveau ? C'est bien plus antérieur encore à tout cela. Le mot n'a pas d'importance. On peut dire un manifeste des temps nouveaux qu'il nous faut construire ensemble avec les forces de gauche. Il ne s'agit pas de rentrer non plus dans le sous-détail, mais il faut être concret. Parce que le doute, et de ce point de vue, je pense que Macron prend un risque. La parole, le doute sur le faire. Alors on dit Macron, c'est bien, il tient ses promesses. Outre le fait que je rappelle qu'il oublie quand même qu'une large partie de sa majorité a voté pour lui plus contre Marine Le Pen que pour son point de vue. Mais il tient ses promesses. Ça veut dire quelque part qu'au fond, les Français, ils disent pas c'est bien la politique que mène Macron, parce qu'ils vous disent c'est le président des riches. Non, il dit au moins lui, il tient ses promesses. Donc nous avons l'impérative nécessité de construire, quand on parle d'un programme ou d'un manifeste, quelque chose dont nous savons que, même s'il y a une ambition forte, la capacité de le mettre en œuvre est garantie. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu programmatique pour être précis sur ce qu'on est capable de faire. Ça vous fait pas un peu ranger d'ailleurs quand on voit le résultat du sondage ? Parce qu'on a vu, les listes d'Emmanuel Macron sera en tête. Mais après, quand on additionne tous ceux qui sont en désaccord avec sa politique, on arrive à un score proche de 74%. Voilà. Mais oui, mais il est quand même président de la République avec une cote de confiance de 50%. Jamais dans l'histoire de la gauche française et l'histoire de ce pays, quand la gauche est divisée, elle ne peut prétendre ni accéder au pouvoir, ni peser sur les événements. Donc l'émiettement, moi je suis très sensible à l'identité de chacun. Il faut inventer des formes qui nous fédèrent tout en respectant la différence que nous représentons. Et ne pas mettre toutes nos énergies à se distancer les uns par rapport aux autres, parce que c'est l'autre chose dont on ne parle pas. C'est quoi qu'on en dise, le Front National, l'extrême droite, 17%. Partout en Europe est forte. Et même si en France, au 17%, on peut considérer que c'est il y a la liste Philippot 2%, voilà. et Dupont-Aignan 6%. Donc moi je dis, l'extrême droite et la gauche ne peut pas se contenter de dire ces couches-là sont perdues pour la cause. Il faut les regagner, notamment tous ces milieux populaires, ces ouvriers qui croient que le Front National peut répondre à leurs problèmes.
Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'être venue nous voir. On a compris qu'il y avait quand même du travail à gauche Oui, pour mais l'année à venir en tout cas. Une année de volonté. Merci beaucoup. On refait un point.